Alors bonjour, bienvenue à cette deuxième capsule sur le chapitre 4. Donc dans cette capsule, on va regarder plus en détail les configurations électroniques et on va aussi voir comment les atomes vont se lier ensemble. Donc c'est vraiment les deux sujets qui nous restent dans le chapitre 4 à voir. Donc c'est la deuxième fois que j'enregistre cette capsule. Malheureusement, la première fois, il y a eu quelques petits problèmes. Donc je l'enregistre une deuxième fois pour que vous ayez vraiment la meilleure qualité de présentation le plus possible. Alors, ce que je vais vous parler d'abord, c'est de comment, avec quelle méthode utiliser pour justement remplir les configurations électroniques. Donc les configurations électroniques, c'est comment on va poser les électrons dans les atomes. Ça veut dire combien d'électrons il va y avoir sur quelle couche électronique. Donc, on a vu dans la capsule précédente que vous pouvez avoir des couches électroniques. Donc, n est égal à 1, n est égal à 2, n est égal à 3, et ainsi de suite. Nous, on va s'en tenir vraiment, généralement, aux trois premières couches électroniques. Puis, on a vu que la première couche, vous pouvez avoir 2 électrons maximum. La deuxième couche, donc ici en bas, là, le n est égal à 1, 2 électrons maximum, n est égal à 2, 8 électrons maximum, et n est égal à 3, 8 électrons maximum également. Donc, comment vous allez faire pour pouvoir savoir combien d'électrons placer pour un atome donné? C'est que vous allez regarder le numéro atomique de l'atome neutre, donc qui est le Z. Donc, dans le tableau périodique, vous regardez le numéro atomique. Puis, si vous avez un ion, à ce moment-là, si l'ion est positif, donc c'est un cation, et il faut retrancher un certain nombre d'électrons, tout dépendamment de c'est quoi la charge, ou si c'est un anion, donc négatif, à ce moment-là, il faut ajouter des électrons, tout dépendamment de c'est quoi le chiffre de la charge. Une façon assez simple de vous retrouver sur quelle couche je dois remplir et quelle couche je suis rendu à mettre des électrons, c'est de regarder le niveau d'énergie N qui correspond à la période dans laquelle l'atome se trouve. Par exemple, le carbone est dans la deuxième période, donc il se trouve au N qui est égal à 2, ce qui veut dire que le N qui est égal à 1 est déjà plein, et on est en train de remplir la couche, qui est la deuxième couche, puisque c'est sur la deuxième période. Donc, tous les atomes de la deuxième période, on est en train de remplir leur deuxième couche, jusqu'au néon, où le néon, lui, c'est complet, cette deuxième couche-là. Puis la même chose pour la troisième période, c'est qu'on est rendu à la troisième couche à remplir. Donc, troisième couche électronique. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder à quelle période vous êtes. Ça va vous dire quelle couche électronique vous êtes en train de remplir. Puis toutes les autres qui sont en dessous sont déjà pleines. Puis vous allez regarder dans quel groupe vous êtes. Par exemple, groupe 1, des alcalins, groupe 2, des alcalino-terreux, groupe 3, groupe 4, groupe 5, groupe 6, groupe 7, qui est les halogènes, puis groupe 8, qui sont les gaz rares. Bien, les chiffres des groupes, c'est le nombre d'électrons que vous avez dans la dernière couche électronique, et donc, c'est le nombre d'électrons de valence que vous avez. Donc, les électrons de valence, c'est vraiment quelque chose qui va être important parce que c'est les électrons de la dernière couche électronique, puis c'est ceux qu'on va pouvoir utiliser pour faire des réactions, plutôt faire des liens avec d'autres atomes. Alors, quand vous allez écrire les configurations électroniques, comme je vais vous demander dans le prochain exercice, c'est vraiment de regarder et de placer combien d'électrons dans chaque couche. Vous n'êtes pas obligé de faire le dessin complet là, avec les cercles. Vous avez juste à mettre, par exemple, combien d'électrons dans la première période, virgule, combien d'électrons dans la deuxième période, virgule, et continuer s'il y a une troisième couche électronique. OK? Donc, vous faites juste me dire il y a combien d'électrons dans chaque couche. N'oubliez pas, le maximum, c'est 2 pour la première, 8 pour la deuxième et 8 pour la dernière. Puis, faites attention, s'il y a des charges, il faut soit enlever ou ajouter des électrons. Alors, je vais vous demander de faire les atomes et les ions suivants pour me donner le modèle de configuration électronique. Donc, donnez-moi combien il y a d'électrons dans chaque couche électronique. Donc, mettez la vidéo à pause pour ensuite, lorsque vous allez avoir terminé, vous pourrez repartir la vidéo pour avoir les réponses. Je vous montre donc les réponses pour cet exercice.
Donc, ce que moi, je vous recommande de faire, c'est d'écrire seulement, là, en séparant par des virgules, combien d'électrons dans chacune des couches. Mais vous pouvez aussi faire comme les dessins un petit peu plus élaborés. Là, ça me dérange pas. Là, peu importe qu'est-ce que vous préférez personnellement. Moi, je vais y aller de façon plus contractée. C'est plus facile à écrire. Puis c'est plus rapide. Donc, par exemple, le carbone, c'est un Z qui est égal à 6. Ça veut dire numéro atomique de 6. Donc, 6 électrons à placer au total. Donc, 2 dans la première et 4 dans la deuxième. Ça fait un total de 6 électrons. Ou encore, si vous préférez faire vraiment des espèces d'arches pour montrer les différentes orbitales, les orbites, où on a, par exemple, 2 électrons sur la couche numéro 1 et 4 électrons sur la couche numéro 2. Si vous préférez faire ça, il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire à l'examen aussi, mais je ne vous demanderai jamais de faire ça au complet, là, ça peut être long. Sinon, je vais toujours moins utiliser cette méthode-là. Donc, c'est ce que je vais faire pour les prochaines réponses. Donc, pour le sodium, on vous demandait le sodium positif. Moi, ce que je fais pour vous montrer vraiment tout le détail, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est que je vous montre le sodium lorsqu'il est neutre, puis qu'est-ce qui se passe lorsqu'il devient positif. Vous avez juste à me donner la réponse qui est la deuxième portion ici. Donc, sodium neutre, c'est un Z qui est égal à 11. Donc, ça veut dire 11 électrons. Donc, 2 électrons dans la première couche, 8 électrons dans la deuxième couche qui est le maximum, donc ça fait 10 au total. Puis pour arriver à 11, il y en a 1 dans la dernière. Ça, c'est neutre. Maintenant, quand on passe sous une forme chargée positivement, donc plus 1, ça veut dire qu'on a retiré un électron, puisque les électrons, c'est des charges négatives. Quand on retire un électron, ça ajoute des plus, ça fait en sorte qu'il y a plus de protons présents que d'électrons. Donc, c'est pour ça qu'il y a une charge positive au total, parce qu'on a retiré une charge négative. Donc, à ce moment-là, on se retrouve à retirer le dernier électron. Donc, le 1 qui était ici, on le retire. Ça fait en sorte qu'on se retrouve avec 2, 8. Donc, 2 électrons dans la première couche électronique, puis 8 dans la dernière. Puis, qu'est-ce que vous allez remarquer, c'est que lorsqu'on passe à 8 électrons, c'est quelque chose que le sodium veut faire, parce qu'il veut, les éléments, de façon générale, veulent avoir leur dernière couche électronique qui soit remplie. Puisque, lorsqu'il était neutre, il y avait un électron tout seul, c'était pas une couche électronique qui était pleine, il va vouloir se débarrasser de cet électron-là, et c'est ce qui arrive lorsqu'il devient positif. Donc, le sodium veut généralement, lorsqu'il va faire des liens avec d'autres atomes, donner son électron pour passer sous la forme positive. Maintenant, pour l'oxygène, c'est simple parce qu'il est neutre. Donc, Z qui est égal à 8, ça veut dire 8 électrons à placer, donc 2 et 6. Tandis que l'azote, lui, un Z qui est égal à 7, ça donne une configuration électronique de 2 et de 5. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que l'oxygène, lui, il y a 6 électrons dans la dernière couche, ça veut dire que 6 électrons de valence. Donc ça, c'est les électrons qui peuvent être utilisés pour faire des liens, tandis que l'azote, lui, va en avoir 5 électrons de valence. On va voir plus tard comment on va représenter ces électrons de valence-là sous la forme de schéma. Donc ça va être avec ce qu'on appelle la structure de Lewis. Donc on va voir ça dans le chapitre 5 plus en détail. Par la suite, pour le fluor, on vous demandait le fluor négatif, donc F-. Je vous montre, lorsque le fluor est neutre, c'est avec un Z qui est égal à 9, ça veut dire 9 électrons à placer. Donc 2, 7, ça fait 9 au total. Donc quand on ajoute un électron pour passer sous la forme négative, on voit que la forme négative, il y a 2, 8. Donc maintenant, on est rendu avec 8 électrons dans la dernière couche. Ça veut dire que la dernière couche électronique, elle est pleine. Donc ça, c'est meilleur pour l'atome. C'est ce que l'atome va vouloir faire lors de ses liens avec d'autres atomes. Donc le fluor veut être F- le plus souvent possible lorsqu'il est capable de le faire. Après ça, vous avez le magnésium 2+. Je vous montre le magnésium le magnésium neutre, donc 12 électrons, donc 2, 8, 2 lorsqu'il est neutre, mais on vous demandait 2+, ça veut dire qu'on doit retirer 2 électrons, donc on retire les 2 derniers électrons, ça nous donne 2, 8. Encore une fois, la dernière couche électronique, elle est remplie de cette manière-là, donc c'est ce que le magnésium veut faire. Pour le phosphore, Z qui est égal à 15, ça veut dire 15 électrons à placer. 2, 8, 5, ça fait un total de 15 électrons. Et finalement, pour le Cl-1, vous avez
le Cl neutre qui est à Z égale à 17, donc 2, 8, 7. Et le Cl-, on doit ajouter un électron à cause de la charge moins. Ça fait un total de 2, 8, 8 pour un total de 18 électrons. Donc un de plus que lorsqu'il est neutre. Donc ça, c'était pour l'exercice 2 avec les ions et les atomes pour leur configuration électronique. Donc, je vous conseille de quand même en faire quelques autres juste pour vous pratiquer davantage avant l'examen, parce que c'est pas mal certain que je vais vous en demander un ou deux là, à l'examen. Maintenant, avec ce qu'on vient de voir par rapport aux configurations électroniques, l'information la plus importante, c'est vraiment les couches de valence. Donc, la dernière couche électronique, c'est ce qu'on appelle la couche de valence. Parce que c'est avec vraiment ça qu'on va utiliser pour faire des liaisons chimiques. Pour faire une liaison chimique, il faut avoir soit un partage de 2 électrons ou encore un atome qui fournit un électron à un autre. Donc, c'est les deux possibilités. Je vous montre un petit peu, je vais vous montrer plus en détail qu'est-ce qui arrive dans quelles circonstances. Donc, dans le tableau périodique, je vous rappelle, il y a deux sections. Il y a la section qui est à gauche dans le tableau périodique, c'est les métaux. Et vous avez la section qui est à droite de l'escalier. Donc, à gauche de l'escalier, c'est les métaux, puis à droite de l'escalier, dans le tableau périodique, c'est les non-métaux. Il y a juste l'hydrogène, lui, qui est à gauche, mais techniquement, c'est un non-métal. Donc, c'est le seul intrus là, dans le tableau périodique qui est un non-métal du côté des métaux, c'est l'hydrogène. Mais sinon, lorsque vous allez prendre un métal et un non-métal, puis que vous allez vouloir faire un lien entre eux, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir un gain. Il va y avoir un des deux qui va donner des électrons à l'autre. Généralement, les métaux vont avoir tendance à perdre leurs électrons et à les donner aux non-métaux auxquels ils sont associés. Donc, par exemple, le sodium, Na, c'est un métal. Il va vouloir donner son électron au Cl, qui est un non-métal. Donc, comme on a vu juste avant, lorsqu'on avait Na+, c'était la forme où on avait la dernière couche qui était remplie pour le sodium. Puis pour le chlore, quand on l'avait Cl-, c'était sa forme où la dernière couche électronique elle était remplie. Puis c'est ce que les atomes veulent faire le plus possible, okay? Parce les atomes veulent aspirer à avoir la configuration électronique du gaz rare le plus proche. Okay? Donc le sodium, en faisant ça, il devient similaire au néon. Et le chlore, en prenant l'électron, il devient similaire à l'argon. Donc, ça devient avec leur dernière couche remplie. C'est ça qu'ils veulent, parce que leurs idoles aux atomes, c'est vraiment les gaz rares les plus proches, le plus proche dans les numéros atomiques. Donc ça, c'est lorsqu'on a un métal puis un non-métal. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a plusieurs non-métaux qui s'associent ensemble? À ce moment-là, on a des molécules plutôt que d'avoir des composés. Donc, si on regarde la molécule de H2O, dans H2O, il y a des H puis il y a des oxygènes. C'est tous des non-métaux. Donc, lorsqu'on a ce type de liaison-là entre des non-métaux, c'est un partage d'électrons qui va se faire. Ça veut dire que l'hydrogène, il ne va pas donner son électron, mais va le partager avec l'oxygène. Donc, même s'il le garde, l'oxygène va bénéficier quand même de l'électron que l'hydrogène a avec lui, puis l'oxygène en retour va partager son électron avec l'hydrogène. Donc les deux vont bénéficier l'un de l'autre, puis ça fait en sorte que leur compte total pour les deux va augmenter ensemble. Okay? Donc, qu'est-ce qui arrive dans la molécule d'eau? C'est que l'hydrogène va obéir le plus possible à la règle du doublet. Donc, l'hydrogène est comme le seul à faire ça, parce que l'hydrogène, c'est le seul avec l'hélium dans la première période. Donc, si vous remarquez dans votre tableau périodique, vous avez l'hydrogène et l'hélium, qui sont les deux dans la première période. Ça fait en sorte que l'hydrogène ne peut pas dépasser 2 électrons dans la première couche électronique, puis il ne va pas commencer à aller en mettre dans la deuxième couche, c'est trop loin pour lui. Donc, il va juste vouloir avoir un maximum de 2 électrons. Donc, ça, c'est pour ça que lui, il suit la règle de ce qu'on appelle le doublet. Donc, 2 électrons maximum. Pour pouvoir ressembler à son idole, qui est l'hélium, qui, lui, a la dernière couche pleine. Donc, lui, il ne fait pas de lien, l'hélium, avec quoi que ce soit. Tandis que l'oxygène, donc à partir de la deuxième période, puis la troisième période, l'oxygène, lui, fait partie de la deuxième période. Les atomes
de ces deux périodes-là, puis si on va plus loin, on a aussi un petit peu la même chose, mais particulièrement ces deux périodes-là, ils veulent suivre la règle qu'on appelle de l'octet. Pourquoi? Parce que la deuxième période, on est rendu dans la deuxième couche électronique, puis on a vu que le maximum, c'est 8 électrons. Donc, octet, c'est pour 8, donc 8 électrons qu'ils veulent avoir dans leur dernière couche électronique. Donc, en faisant ça, ils vont pouvoir partager les électrons, puis tous les deux vont remplir leurs règles associées, c'est-à-dire les hydrogènes vont remplir la règle de l'octet, et l'oxygène va remplir la règle du doublet pour les hydrogènes, et l'oxygène va remplir la règle de l'octet pour ressembler au néon. Dans l'exercice qui est là, je vais plus l'utiliser comme un exemple pour vous représenter ce que je viens de vous expliquer. Donc, comment les liaisons se font à partir des configurations électroniques, ça veut dire à partir de qu'est-ce qu'on a comme couche électronique, puis surtout la couche de valence plus particulièrement. Alors, je vous montre ça comme exemple. Je vais vous montrer pour le CH4, le NaCl, le MgF2 et le H2O. Je vais les noter comme A, B, C, D, même s'ils n'ont pas de lettres présentement, juste pour pouvoir bien structurer. Donc, je ne m'attends pas à ce que vous soyez nécessairement capable là, de me représenter les liaisons comme ça, mais je vais vous les montrer. Donc, voici qu'est-ce que ça donne. Je vais commencer par le CH4. Donc, pour le CH4, vous avez le carbone. Donc, sa configuration électronique, c'est 2 et 4. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est surtout la portion avec de la dernière couche électronique, la couche de valence. Donc, on a 4 électrons dans cette couche-là. Nous, on veut aller jusqu'à 8. Okay? C'est le but pour le carbone. Les hydrogènes, eux, ils ont seulement une couche électronique, c'est la première, puis ils ont juste un électron dans cette couche-là, et eux veulent arriver à 2 électrons pour remplir cette couche-là. Donc, vous avez 4 hydrogènes, donc j'ai dessiné 4 hydrogènes distincts les uns des autres, parce qu'on va avoir besoin des 4 pour montrer qu'est-ce qui se passe entre le carbone et chaque hydrogène. Alors, qu'est-ce que le carbone va faire? C'est qu'il va vouloir prendre ces 4 électrons, les séparer pour pouvoir partager un électron avec un premier hydrogène, ce qui va faire en sorte que l'hydrogène va pouvoir monter à un total de 2 lorsqu'il va partager. Puis l'hydrogène en retour va partager son électron avec le carbone. Donc le carbone, ça va faire que ça va monter à 5 maintenant. Avec un autre de ces 4 premiers électrons, il va le partager avec l'autre hydrogène, qui lui en retour va aussi partager son électron, ce qui fait que l'hydrogène est rendu aussi, le deuxième hydrogène va être rendu à 2 électrons, et le carbone va être rendu maintenant à 6 électrons, en comptant ceux qui sont partagés. Après ça, un autre électron, un autre des 4 de départ qu'on utilise pour faire un lien avec un hydrogène qui lui en retour partage avec le carbone pour avoir un total maintenant de 7. Et finalement, pour le dernier hydrogène des 4 de départ du carbone, il va pouvoir être utilisé avec un dernier hydrogène qui lui aussi va partager en retour. Et ça va faire en sorte que maintenant le carbone, vu qu'il partage avec 4 hydrogènes, ça fait un total de 8 électrons dans la dernière couche qui soit appartiennent au carbone ou partagés avec l'hydrogène. Okay? Donc ça, c'est ce que le carbone veut faire. Il veut atteindre un total de 8 en comptant ceux qui sont partagés également. Tandis que les hydrogènes, eux, vont arriver à un total de 2 parce qu'ils vont s'associer avec un électron chacun un électron de la couche de valence du carbone. Vous remarquerez ici que ça, c'est avec carbone, hydrogène. Donc, ce sont tous des non-métaux. Pour ça qu'il y a un partage. Puis là, ici, mes lignes, je les ai faites juste sans flèche. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'électron qui va plus d'un endroit qu'un autre. Ils sont vraiment partagés. Donc ça, c'était pour un type de molécule où il y a un partage. Donc, c'est juste des non-métaux. Maintenant, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a un métal avec un non-métal? Donc, en B, vous avez le NaCl. Dans le NaCl, ce que vous avez, c'est que vous avez 2 électrons pour le sodium dans sa première couche, elle est pleine, 8 électrons dans la deuxième couche, elle est pleine, puis 1 électron dans la dernière couche qui, elle, n'est pas pleine. Fait que le sodium, lui, il n'est pas très, très heureux d'avoir ça, cet électron-là, parce qu'il voudrait avoir la dernière couche pleine, puis la façon la plus simple, c'est de se débarrasser de cet électron-là, pour pouvoir passer à la deuxième couche qui, elle, est déjà pleine. Tandis que le chlore, lui, qui est un non-métal, il y a 2
8, 7. Puis lui aussi, il n'est pas content parce que 7 électrons, c'est pas encore une couche qui est totalement pleine. Il lui manque juste un électron. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le sodium puis le chlore vont pouvoir s'associer pour se dire, OK, ben moi, j'ai un électron de trop, OK, pour le sodium, parce que je veux m'en débarrasser. Tandis que le chlore, lui, il se dit, ben moi, je veux un électron de plus parce qu'il me faudrait 8 électrons dans la dernière. Donc ici, c'est pas un partage qu'il va y avoir, c'est vraiment le sodium qui va donner son électron au chlore. Donc le métal va donner un électron au non-métal. Là, dans le cas qui est ici, c'est juste un électron, mais on pourrait avoir une situation où un métal donne plus qu'un électron. Mais ici, pour le sodium, c'est vraiment 1, puis le chlore, il y a juste besoin d'un électron. Donc ici, vous remarquez que j'ai fait une flèche pour indiquer que cet électron-là va carrément aller vers le chlore, puis qui va maintenant être rendu ici totalement, ce qui fait qu'on va avoir un Na+, puis un Cl-. Donc on va avoir des ions. C'est pour ça que ça va être un composé qu'on appelle ça ionique, pour un composé fait à partir d'ions. Ensuite, pour le magnésium et le fluor, donc le MgF2, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'au fond, le magnésium, OK, a 2 électrons dans la première couche, 8 électrons dans la deuxième et 2 électrons dans la troisième couche. Donc, il y a 2 électrons dans cette couche-là, mais c'est un métal, puis ce qu'il veut, c'est se débarrasser de ces 2 électrons-là pour justement tomber à la couche numéro 2, qui, elle, est déjà pleine. Donc, pour pouvoir ressembler au néon le plus vite possible. Tandis que le fluor, lui, sa configuration électronique, c'est 2, 7. Et ce qu'on peut voir, c'est que le fluor, ben, vu qu'il est rendu à 7 dans sa deuxième couche, qui est la dernière, donc la couche de valence, ben, il manque juste un électron pour être rendu à 8, puis ressembler lui aussi au néon. Donc, ce qui va se passer, c'est que le magnésium va pouvoir donner un électron à un fluor, parce que le fluor, lui, en a besoin de 1 pour être rendu à 8, mais il ne pourra pas donner ces 2 électrons à un seul fluor. Ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir utiliser un deuxième fluor pour pouvoir accepter le deuxième électron du magnésium pour pouvoir permettre au magnésium, lui aussi, de pouvoir respecter la règle de l'octet. Donc la règle où la dernière couche de valence va être rendue à 8 électrons. Donc la dernière va être rendue la deuxième dans ce cas-ci. Donc ça, ici, ça vous montre que selon ce que vous avez comme type de métaux, ben, il va falloir s'associer à un ou plusieurs non-métaux, tout dépendamment de combien d'électrons est-ce que le métal doit donner. Donc, s'il doit donner 2 électrons, il va falloir le mettre avec, si c'est des halogènes, il va falloir le mettre avec 2 halogènes. S'il y a juste, par exemple, dans le NaCl, il y avait juste un électron à donner, ben à ce moment-là, on le met avec juste un halogène. Mais si on l'aurait mis avec, par exemple, l'oxygène, ça aurait été 2,6. Donc, à ce moment-là, un oxygène aurait pu accepter 2 électrons pour compléter jusqu'à 8 électrons dans sa dernière couche. Donc, on aurait juste eu besoin de un Mg et un oxygène. Donc, il va falloir vraiment que vous établissiez combien vous avez besoin de métaux et de non-métaux par rapport à combien d'électrons ils sont capables de donner et d'accepter. Dernier exemple que j'ai pour vous, c'est la molécule d'eau. On en a parlé tantôt, donc je vais passer quand même rapidement là-dessus. Donc, vous avez un oxygène avec 2, 6 comme configuration électronique, donc couche de valence de 6 électrons. Les hydrogènes, 1 électron pour chacun. Les hydrogènes veulent remplir cette dernière couche, cette couche-là qui est la dernière pour eux. Le maximum, donc, c'est 2. Donc, ils vont partager puisque l'oxygène et l'hydrogène sont des non-métaux. Donc, il n'y a pas de don à ce moment-ci. C'est seulement des partages. Donc, l'oxygène, lui, il y a 6 électrons de valence, mais il va en prendre un de ces 6-là, va le partager avec un hydrogène. Ça va faire en sorte que l'oxygène va passer à 7, puis l'hydrogène va passer à 2. Puis, il va prendre un autre des 6, puis il va le partager avec l'autre hydrogène, qui lui va passer à 2 électrons par le partage, tandis que l'oxygène va s'amener jusqu'à 8, parce que maintenant, il va avoir partagé avec 2 hydrogènes, et donc, il va remplir sa dernière couche au complet par partage. Donc ça, c'est comment ça se passe pour les molécules lorsqu'on veut faire des liaisons selon si c'est une molécule qui est faite à partir de non-métaux ou de non-métaux seulement, ou encore
avec des métaux et des non-métaux ensemble. Le prochain sujet, c'est ce qu'on appelle l'électronégativité. Puis là, c'est ce qui avait causé un petit peu de problème là, lorsque j'avais fait mon premier enregistrement. C'est que dans cette section-là, je me suis rendu compte que je vous ai fourni un tableau périodique qui n'était pas complet. Okay, en fait, c'est une autre version qu'on avait du tableau périodique dans lequel vous n'avez pas les valeurs d'électronégativité. Donc, le premier tableau périodique que j'ai rendu disponible sur Moodle n'avait pas les valeurs d'électronégativité. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé la version du tableau périodique. Donc, vous aurez juste à retourner, la chercher pour avoir le nouveau tableau périodique. Donc, vous avez juste à aller à la semaine 1, le bloc de la semaine 1 dans la page Moodle du cours. Vous recliquez sur le tableau périodique, puis ça devrait être la nouvelle version avec les valeurs d'électronégativité. Je vais vous montrer dans quelques instants où est-ce qu'il se trouve dans chaque case des atomes lorsque vous en aurez besoin. Okay? Parce que vous en aurez besoin pour faire certains calculs. Donc, l'électronégativité, c'est quoi? C'est l'intensité de la force d'attraction qu'un atome va exercer sur des électrons lorsqu'il va faire un lien avec un autre atome pour former une molécule. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus un atome a une électronégativité qui est élevée, donc grande, plus il va tirer fortement sur les électrons lorsqu'il va faire un lien avec un autre atome. Comment on fait voir ça? C'est imaginez deux personnes qui dorment dans le même lit, donc ils partagent des draps ensemble. Ben, ça se peut que les deux personnes partagent parfaitement les draps, il n'y a pas de problème, mais ça se peut que dans certaines situations, il y a quelqu'un qui tire un petit peu plus sur les draps que l'autre. Fait que ça, c'est ce qui se passe dans les molécules lorsqu'on fait des liens entre deux atomes, c'est que ça se peut qu'il y a un atome qui tire un petit peu plus sur les draps, qui tire un petit peu plus sur les électrons que l'autre. Donc, on va se retrouver avec plus de draps, donc plus d'électrons de son côté. Donc, c'est un petit peu la façon imagée de vous le représenter. Donc, qu'est-ce qu'on utilise pour savoir c'est qui tire plus que l'autre? C'est une valeur qui est basée sur l'échelle de Paulings. Donc, ça nous donne la valeur d'électronégativité de chaque atome pour juger justement la force d'attraction entre eux. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va pouvoir faire la différence d'électronégativité. Donc, le symbole qui est l'espèce de triangle, c'est pour la différence. Et EN, c'est pour électronégativité. Des fois, on met un E accent aigu, puis des fois, je mets un petit N, là, mais peu importe comment vous voulez le noter. Ça va nous permettre de savoir si une liaison, elle est soit ionique, donc carrément des ions rendus là. Est-ce que c'est une liaison covalente polaire? Donc, covalente, c'est pour partage, polaire pour partage inégal, ou encore un covalente non polaire, qui est un partage un petit peu plus égal à ce moment-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la différence d'électronégativité entre deux atomes dans le tableau périodique. Donc, vous avez ici un exemple de l'échelle d'électronégativité de Paulings. Celui qui est là, il est très, disons qu'il est pas mal approximatif. Okay? Techniquement, vous pourriez l'utiliser, mais justement, ce que je veux éviter, c'est que vous l'utilisez tout le temps, puis alors que les réponses des exercices sont basées généralement sur le tableau périodique que je vais vous donner dans l'examen. Donc, je veux que vous pratiquiez déjà avec le tableau périodique que je vais vous fournir dans l'examen, qui a des valeurs un petit peu plus précises de l'échelle d'électronégativité. Alors, je vais vous le montrer. Le tableau périodique en question. Alors, voici le tableau périodique que je vais vous fournir à l'examen. Je vais essayer de zoomer un petit peu plus, comme ceci. Donc, vous pouvez bien voir. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? C'est que là, contrairement au tableau périodique que je vous avais fourni, ce que vous allez voir, c'est qu'il n'y a pas une grosse différence. Une des différences, c'est qu'il n'y a pas les deux rangées d'éléments en bas. Ce pas des éléments qu'on va utiliser de toute façon beaucoup. C'est la famille soit de lantane puis de actinium. C'est pas grave qu'il ne soit pas là pour vous. De toute façon, nous, on va vraiment regarder plus souvent les premières rangées, les premières périodes. Donc, ce que vous allez avoir, vous avez les groupes,
OK, comme précédemment. Vous avez le numéro atomique, comme précédemment. Vous avez la masse atomique, qui est les mêmes que ce que vous aviez dans votre autre version. Mais ce qu'il y a de plus, c'est qu'il y a un chiffre maintenant ici, qui est le chiffre de la valeur d'électronégativité pour chaque atome. Donc, par exemple, l'hydrogène 2,20, ça, c'est son électronégativité. Le carbone 2,55, l'azote 3,04, l'oxygène 3,44, le fluor 3,98. Donc, vous voyez que les valeurs vont augmenter plus je vais vers la droite. Puis, le fluor, lui, c'est celui qui a la valeur la plus élevée d'électronégativité. Okay? Ce que vous allez remarquer, c'est que la majorité des gaz rares n'ont pas de valeur d'électronégativité parce qu'ils ne font pas vraiment de liaison. Donc, à ce moment-là, ils n'ont pas vraiment de valeur. Donc, les dernières qui ont vraiment une valeur d'électronégativité qui est importante, ce sont la famille des halogènes. Donc, ça, c'est le tableau périodique que je vais fournir. Donc, comme ça, vous allez pouvoir avoir le tableau, l'électronégativité, en plus des autres informations que vous avez besoin. Donc, je reviens à la présentation. Donc, dans la présentation, je vous fais remarquer justement que plus on va vers la droite dans le tableau périodique, plus l'électronégativité augmente. Le fluor étant celui qui a la plus grande électronégativité, puisqu'on ne comprend pas ici dans la tendance, les gaz rares sont exclus puisqu'ils ne font pas de lien. Et l'électronégativité est aussi croissante plus on monte dans le tableau périodique. Ça veut dire que les atomes qui sont plus bas dans le tableau périodique ont généralement une électronégativité plus petite. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va prendre, par exemple, l'électronégativité de l'hydrogène, puis le carbone, puis on va faire la différence pour un carbone qui est lié à un hydrogène. C'est quoi la différence entre les deux lorsqu'on fait un lien entre un carbone et un hydrogène? Selon la différence d'électronégativité, si elle est de, par exemple, 0, ça veut dire qu'on a une liaison qu'on appelle covalente pure. Généralement, c'est seulement vrai lorsqu'on prend deux atomes identiques qui font un lien entre eux. Par exemple, H2, un H avec un autre H, ou encore Cl2, un Cl avec un autre Cl, ou encore O2, un oxygène avec un autre oxygène, etc. Donc, deux atomes qui sont pareils, qui vont faire un lien ensemble, vont former une liaison qu'on appelle covalente pure. C'est pas quelque chose qu'on va voir souvent, parce que de toute façon, c'est assez limité comme type de molécule, mais c'est juste pour montrer que ça, c'est la liaison partagée de façon la plus égale, parce qu'il n'y en a pas un des deux qui peut plus tirer que l'autre. Hein? C'est exactement le même chiffre, donc on fait la différence entre le même chiffre, donc on retire, par exemple, 2,20 moins 2,20, ça donne 0. Maintenant, si la différence d'électronégativité, elle est plus petite ou égale à 0,4, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle des liaisons covalentes non polaires. C'est le cas pour les liaisons dans le CH4. Donc, les liaisons dans le CH4, c'est quoi? Ce sont des liaisons entre un carbone et des hydrogènes. Donc là, ce que les gens vont me demander, c'est « OK, comment je fais pour faire la différence d'électronégativité puisque j'ai 4 hydrogènes? » Le nombre d'hydrogènes, c'est pas important parce qu'un lien, c'est juste entre un atome puis un autre. Donc, ici, c'est que j'ai 4 liens pareils, mais ça ne change rien pour la différence d'électronégativité. Je regarde un lien à la fois. Ça veut dire, les liaisons qui existent, c'est une liaison entre un carbone et un hydrogène. Donc, le lien CH, je vais regarder le carbone et l'hydrogène, c'est quoi leur valeur d'électronégativité. Je prends la plus grande des deux valeurs, moins la plus petite. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que si je vous montre ça dans celui que j'avais tantôt, dans le tableau périodique, donc la plus grande valeur des deux entre carbone et hydrogène, c'est le carbone à 2,55, puis moins 2,20, ça nous donne 0,35. Donc, 0,35, c'est en bas de 0,4. Donc, à ce moment-là, on a une liaison qu'on appelle covalente non polaire. Puis une liaison covalente non polaire, c'est que c'est une liaison partagée de façon pas mal égale. OK? Donc, il n'y en a pas vraiment un des deux qui a plus souvent les électrons de son côté que l'autre. OK? Ils se partagent pas mal également le drap là, en ce moment. Maintenant, si on augmente, si on dépasse 0,4 comme différence d'électronégativité, mais qu'on est quand même en bas de 1,7. Donc, entre 0,4 et 1,7 comme différence d'électronégativité, on est dans les liaisons covalentes polaires. Ça veut dire que c'est une liaison d'un partage d'électrons, mais
qui a tendance à aller plus vers un élément que l'autre. Par exemple, dans H2O, les liens qu'on a, c'est les liens entre hydrogène et oxygène. Ces liaisons-là sont vraiment d'une différence d'électronégativité qui est plus grande que 0.4, mais quand même plus petite que 1.7. Puis, on va voir que l'oxygène, il est pas mal plus électronégatif. Donc, c'est lui qui tire plus sur les électrons que l'hydrogène. Donc, il tire plus souvent de son côté. C'est-à-dire qu'il va avoir plus de draps là, de son côté, plus d'électrons de son côté. Si on dépasse 1.7, qu'est-ce qui arrive? À 1.7 et plus élevé, à ce moment-là, on a une liaison qu'on appelle ionique. Parce qu'à ce point-là, c'est plus un partage, c'est carrément un élément qui donne son électron à l'autre, parce que l'autre tire tellement sur l'électron qu'il va carrément le donner. Okay? Donc, c'est souvent le cas entre un métal et un non-métal, ou des métaux et des non-métaux, okay, de façon plus générale. Donc, l'exemple qui est là, c'est NaCl. Donc, la différence entre Na et Cl est largement plus élevée que 1.7. Donc, c'est vraiment des composés qu'on appelle ioniques, parce qu'ils sont formés de liaisons ioniques entre donc des ions. Hein. Un chargé plus, l'autre chargé moins, parce que carrément donner son électron ici. Ça, des composés ioniques, on va en voir de temps en temps. On va en parler un petit peu plus tard. Mais par exemple, le NaCl, vu que c'est un composé ionique, parce qu'il s'est fait d'ions. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que le sodium, il y a un électron de trop à donner. Donc, il va donner à un chlore. Puis, le chlore va devenir donc Cl-, tandis que le sodium va devenir Na+. Puis là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que un Na+, va se mettre à côté de un Cl-. Puis là, après ça, il va y avoir un autre Na+, qui va se mettre à côté de ce Cl-là. Puis il va y avoir un autre Cl- qui va se mettre à côté du Na+, et ainsi de suite. Donc, on va avoir des rangées et des rangées et des rangées de tout ça. Okay? Puis ça, c'est vraiment la particularité des composés ioniques, c'est qu'ils vont se mettre de façon à avoir des réseaux complexes, okay? Où on va avoir plus que juste un Na+, puis un Cl- à côté de l'autre. Comme des molécules, eux, généralement, ils vont faire ce genre, un arrangement plus simple, mais les composés ioniques, eux, vont vraiment faire des arrangements comme ceci, avec des rangées, alterner entre des charges négatives et des charges plus, tout dépendamment de c'est quoi le ratio. Donc, dans le cas de NaCl, c'est un ratio de 1 Na pour 1 chlore. Donc, à chaque fois qu'on a un Na+, on a un Cl- à côté. OK? Puis pourquoi c'est comme ça? Ben, c'est parce que si on regarde la différence d'électronégativité entre le Na et le Cl, on va voir qu'elle est d'environ de 2.1. Donc, c'est supérieur à 1.7. Donc, c'est pour ça que c'est une liaison ionique. Donc ça, c'était pour les liaisons ioniques. Maintenant, qu'est-ce qui arrive pour les liaisons qu'on appelle covalentes? Donc les liaisons covalentes, c'est des partages d'électrons. On peut avoir deux types de liaisons covalentes, comme j'ai dit, les liaisons covalentes non polaires ou les liaisons covalentes polaires. Donc les liaisons covalentes non polaires, c'est que c'est une répartition qui est égale du nuage électronique, ça veut dire des électrons. Donc, ils se partagent également les électrons entre les deux atomes, que ça soit... donc, en autant que c'est en bas de 0.4 de différence d'électronégativité, c'est pas mal égal. Maintenant, si on dépasse 0.4, mais qu'on est en bas de 1.7 de différence d'électronégativité, on est dans le cas où les liaisons covalentes, donc liaisons partagées, sont plus polarisées d'un côté. Ça veut dire qu'il y a plus d'électrons qui sont attirés par un des deux atomes que par l'autre. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que dans le cas qui est ici, où on a H et Cl, le Cl tire beaucoup plus sur les électrons que le H. Ça fait en sorte que le Cl a plus souvent des électrons de son côté. Puis les électrons, comment on va montrer le mouvement des électrons, comment au fond, ils sont attirés plus souvent d'un côté que l'autre. C'est avec une flèche comme ceci, qui s'appelle un vecteur. OK? Donc, on appelle ça le dipôle de la liaison. C'est une flèche qui montre la direction que préfèrent prendre les électrons dans une molécule parce qu'ils sont plus attirés par l'atome qui est le plus électronégatif dans une liaison covalente polaire.
Étant donné qu'il y a plus d'électrons de ce côté-là, ça veut dire qu'il y a plus souvent des charges moins un petit peu plus de ce côté-là. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va y avoir ce qu'on appelle des charges partielles. Donc, pour montrer les charges partielles, on utilise le symbole qui est ici, qui est le symbole qu'on appelle delta. Donc, ça, c'est un delta négatif du côté du chlore. Pourquoi? Parce que c'est ce côté-là qui a plus souvent des électrons, puis les électrons sont chargés négativement. Tandis que de l'autre côté, vu qu'il y a un manque d'électrons, il va y avoir une petite surcharge de charge positive, donc il va y avoir une charge partielle positive. Quand on dit une charge partielle, c'est qu'on n'est pas encore à une charge plus 1, on est à une fraction de charge. Peu importe c'est quoi la valeur, ça n'a pas d'importance. Nous, on dit que c'est une charge partielle, ça veut dire qu'on n'est pas encore à plus 1, mais on s'approche de tout ça. Okay? Donc, on n'est pas à une liaison ionique, mais on commence à être un petit peu plus... c'est pas un partage parfait, okay? C'est pas égal entre les deux atomes. Donc, toujours l'élément qui a la plus grande électronégativité qui va avoir plus souvent les électrons de son côté dans ce type de liaison covalente polaire. Alors, comme dernier exercice, ce que je vais vous demander, c'est d'utiliser le tableau périodique avec les électronégativités. Donc, si vous ne l'avez pas été le chercher, allez chercher la nouvelle version. Donc, elle est au même endroit que j'avais mis l'autre tableau périodique. Je l'ai juste remplacé par la nouvelle version. Donc, allez chercher parce que vous aurez besoin des valeurs d'électronégativité. Donc, je suis désolé là, pour vous faire imprimer une deuxième fois un tableau périodique si vous l'avez déjà imprimé. C'est comme un peu plate, mais sinon, vous pouvez l'utiliser juste de façon électronique pour l'instant. De toute façon, je vais vous en fournir pour les examens. Donc, vous n'avez pas besoin de l'apporter pour l'examen. Je vais vous en fournir des copies avec tout ce qui est les formules que vous n'avez pas besoin d'apprendre nécessairement par cœur. Donc, si jamais vous voulez savoir lesquelles formules je vous fournis, il y a un document qui est disponible sur la page Moodle du cours qui vous donne des informations de qu'est-ce qu'il va y avoir à l'examen 1 et quelle formule je vous fournis dans l'examen. Et vous avez aussi la version du tableau périodique qui est présent. Alors, avec le tableau périodique qui comprend les valeurs plus précises de valeurs d'électronégativité, ce que je veux vous demander, c'est de me dire si les liaisons suivantes sont ioniques, covalentes, polaires ou covalentes non polaires. Donc, première chose, vous avez plusieurs liaisons dans la molécule d'éthanol. Donc, la molécule d'éthanol, c'est CH3CH2OH. Donc, dans cette molécule-là, il y a des liaisons CH, il y a des liaisons CO et il y a une liaison OH. Donc, il y a ces trois types de liaisons-là. Lorsque vous faites la différence d'électronégativité, vous ne devez pas multiplier par quoi que ce soit. C'est toujours un élément par rapport à l'autre élément dans la liaison. Ça n'a pas d'importance qu'il y ait 5 liens CH dans la molécule. C'est pas grave. Chaque liaison, vous allez regarder c'est quoi la différence électronégative pour une liaison de ce type-là. Puis toutes les autres vont être pareilles. Okay? Puis que ça soit une liaison simple ou une liaison double ou une liaison triple, ça n'a pas d'importance pour la différence d'électronégativité. L'autre molécule que je vais vous faire regarder, c'est le KCl, donc le chlorure de potassium. C'est une molécule, plutôt un composé, qui est utilisé comme remplacement de sel de table pour surtout les denrées alimentaires dans lesquelles on veut avoir une saveur salée avec un arrière-goût un petit peu plus amer que d'utiliser du NaCl. Donc, je veux savoir, la liaison KCl, elle est quoi comme type de liaison? Donc, je veux que vous ayez fait la différence d'électronégativité entre les deux atomes présents dans cette liaison-là. Donc, faites ça avec les valeurs d'électronégativité, puis au retour, on va regarder. Donc, mettez la vidéo à pause. Et donc, je vous donne les réponses par rapport à ça. Donc, ça devrait être pas trop difficile, assez simple. Voici donc pour l'exercice 4, pour le CH. Donc, vous avez le carbone et l'hydrogène. Donc, le carbone, c'est celui qui a la plus grande valeur, donc 2,55, moins 2,20 pour l'hydrogène. Ça nous donne une différence de 0,35, ce qui correspond à covalente non polaire, donc parce que c'est en bas de 0,4. Pour le CO, c'est
là, c'est le carbone et l'oxygène. C'est l'oxygène qui est la valeur la plus élevée, donc ça n'a pas d'importance l'ordre dans lequel on place les atomes dans le lien en tant que tel. Faites toujours le plus élevé moins le plus petit. Okay? Donc, c'est l'oxygène qui est le 3,44 moins 2,55 pour le carbone. Ça me donne 0,89 qui est covalente polaire puisqu'on est entre 0,4 et 1,7. Pour le OH, un peu la même chose. Donc, oxygène moins hydrogène, 3,44 moins 2,20. Ça me donne 1,24 qui est encore une fois entre 0,4 et 1,7. Donc, covalente polaire. Maintenant, pour KCl, c'est le potassium qui est à 0,82 et le chlore qui est à 3,16. Donc, on va faire 3,16 qui est le plus élevé des deux, moins 0,82. Donc, ça me donne 2,34. C'est un composé qui est ionique. Vous remarquerez que j'ai juste fait un moins l'autre. Il n'y a pas de multiplication, jamais, jamais. C'est juste une électronégativité moins une autre électronégativité. Okay? On n'a pas additionné quoi que ce soit, multiplié quoi que ce soit, rien de ça. C'est une valeur moins l'autre valeur, puis c'est tout. Okay? Donc, si vous suivez ça, ça devrait bien aller. Il y a plusieurs exercices dans les exercices du chapitre 4 qui vont vous faire pratiquer encore plus là, ce type de soustraction-là, juste pour vous assurer que vous l'aviez bien. Généralement, une fois que ça va bien, on va pouvoir utiliser cette notion-là dans le chapitre 5, dans la prochaine capsule. Okay? Donc, dans les prochaines capsules du chapitre 5, vous allez voir là, que ça va être très, très important de savoir c'est quoi une liaison qui est covalente non polaire ou polaire, et même pour faire des différences avec les liaisons ioniques. Donc, là-dessus, ça complète pour le chapitre 4. Donc, on va se voir dans les capsules pour le chapitre 5. Donc, d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine!